Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du dimanche 18 août. Au sommaire ce soir. Coûts exorbitants des traitements et refus de prise en charge. Plusieurs patients atteints de longues maladies sont contraints de renoncer aux soins. Une situation préoccupante dénoncée par le corps médical. Mais comment faire pour y remédier? Réponse dans un instant. Cahiers, cartables, stylos, livres, c'était l'affluence ce week-end dans les papeteries pour trouver les fournitures manquantes avant la rentrée scolaire. Dans les cartables, quelques coups de cœur et beaucoup de produits standards, vous le verrez. À la fin de ce journal, nous irons à Rayatea. La concentration était de rigueur tout le week-end pendant la compétition de chasse organisée par le club de tir Tiarea Petrei. Vous découvrirez ces passionnés de la gâchette. 46 200 personnes sont atteintes de longues maladies au Fénois. Face au refus d'attribution ou de renouvellement des carnets rouges, certains malades sont contraints de renoncer aux soins. Les professionnels de santé s'inquiètent et appellent à complètement revoir le système de prise en charge. On fait le point dans ce reportage. Chaque année, 67% des dépenses de santé de la Caisse de prévoyance sociale, soit 43 milliards de francs, sont dédiées aux longues maladies. Depuis plus d'un an, la CPS octroie moins de carnets rouges. Ils sont davantage regardants sur leurs critères d'attribution. Les patients et certains personnels du corps médical s'interrogent sur les motifs de non-renouvellement ou refus d'attribution de ces carnets. Il y a un grand questionnement du patient. Est-ce qu'on veut me soigner ou est-ce qu'on veut me laisser mourir? Quels sont leurs objectifs? Est-ce que c'est réduire le coût en longue maladie? Ou est-ce que c'est vraiment prendre soin des patients pour diminuer le nombre de maladies? Il y a toujours un coût, mais mettre en péril la vie de quelqu'un, je pense que ce n'est pas la meilleure décision à prendre. Tous les patients qui n'ont plus de prise en charge en longue maladie, ils reviennent vers nous, vers l'hôpital, parce qu'ils bénéficient justement du tiers payant ou bien d'une couverture temporaire en longue maladie dans l'attente d'une réponse. Le coût élevé des médicaments et des consultations dissuade de nombreux patients de se soigner. Depuis plusieurs années, le carnet rouge joue un rôle de relais social malgré lui, en permettant aux personnes nécessiteuses une prise en charge à 100% des prestations de santé. Il est toutefois essentiel d'être plus vigilant sur leur attribution selon les médecins conseils de la CPS. La rigueur qui a été mise en place en fait est essentiellement dans les critères d'inclusion. C'est sûr qu'on demande beaucoup plus de précision aux médecins qui font les demandes ou qui font les prolongations. C'est pour cela que peut-être on a le sentiment qu'il y a une baisse du demande de longue maladie. Il y a le cas typique de celui qui a fait son AVC. Au bout de 3 ans, on fait une demande de renouvellement et ils font AVC il y a 3 ans, point. On dit oui, mais au bout de 3 ans, il est comment? Il est paralysé, il va mieux, il a plus de séquelles. On a besoin de précision, on ne peut pas tout deviner. Ce cas de figure serait pourtant exceptionnel selon les médecins. Depuis 2018, plusieurs rencontres ont eu lieu sous l'égide de l'ARAS avec la CPS, le gouvernement et les professionnels de santé. Des discussions qu'il est urgent de reconduire selon le syndicat des médecins libéraux de Polynésie française. On avait déjà convenu avec la médecine conseil de la CPS que tous ceux qui bénéficiaient de la longue maladie à l'époque en question où il y a eu le changement devaient continuer d'en bénéficier. Ce n'est pas toujours le cas, on l'a bien constaté. Et deuxièmement, je pense qu'il faut prévoir un système de prise en charge sociale de notre population qui est nécessiteuse, qui ne passe pas par la longue maladie, à nos politiques de trouver le système adéquat pour le faire. On comprend bien qu'en parallèle et par la suite, on pourra mettre en place une longue maladie un petit peu plus stricte sur les raisons médicales de l'octroi de cette longue maladie. Mais beaucoup de choses sont à faire et on se rend bien compte qu'il y a au niveau de l'accès aux soins, beaucoup de gens n'ont plus accès aux soins d'une façon si simple que ça pourrait être. Contacté, le ministère de la Santé n'a pas souhaité s'exprimer. Une proposition de loi de pays visant à modifier certaines dispositions relatives à la prise en charge des longues maladies a été adoptée à l'unanimité le 22 juillet au CESEC. Le gouvernement devrait la proposer à l'Assemblée ce jeudi 22 août. À noter que le CESEC, tout comme les médecins, attend avec impatience l'arrêté d'application qui doit fixer la nouvelle liste des longues maladies.
Un mot de social. Après des négociations hier soir jusqu'à 22h et aujourd'hui toute la matinée, les syndicalistes et la direction d'ADT ont enfin éclairci tous les points du préavis de grève. Pour rappel, la grève à ADT avait débuté il y a presque un mois, le 22 juillet. La signature du protocole d'accord devrait avoir lieu ce soir ou demain matin. Vous êtes nombreux à avoir passé une partie de la journée à préparer le cartable de vos enfants en cette veille de rentrée scolaire. Pour les retardataires, c'était la dernière occasion de compléter la liste des fournitures. Laure Philibert et Rarha Oumaha vous ont tendu le micro. Elles ont reçu cette semaine les listes de fournitures pour toute l'année. Les familles des élèves du Fénois complètent les cartables. Cette papeterie de la capitale n'a pas désempli du week-end. Il manque un petit cahier, un gros cahier, un crayon H2B. On voit bien que les volumes de tous les achats ont bien descendu. Et donc, c'est vrai que cette année, comparé aux autres années aussi, donc on est dans la même tendance, dans la même mouvance, qu'il y a vraiment quand même cette impulsion de toujours renouveler les articles et tout, voilà, par rapport aux listes avec lesquelles ils viennent. Ce père de famille de 5 enfants termine les achats de son collégien. On a eu la liste, donc il manque les cahiers, les classeurs, tous les stylos, toutes les fournitures. Ça a quand même augmenté, mais on arrive à trouver des bonnes affaires. On prend le strict minimum, on essaie de leur faire plaisir quand même. Après, on a la chance d'avoir les grands-parents qui nous aident. On a 2 enfants scolarisés et puis on essaie de faire attention à ce qu'on va leur acheter. Et puis oui, c'est un travail d'équipe avec mon épouse justement pour bien choisir justement les articles que nous allons prendre, que ça reste abordable. Parce qu'il y a non seulement il y a les affaires scolaires, mais après il y a le reste du mois aussi à gérer. Cette année, un produit iconique fait son grand retour dans les trousses, tout niveau confondu. Les stylos 4 couleurs là, que l'on voit, oui. C'est vrai que ça fait une bonne PAC cette année, grosse vente là. Si la dépense moyenne par enfant est de 15 000 francs avec un panier de produits standards, les prix grimpent vite dès que l'on vise les marques. Pour les fournitures scolaires, ils prennent les classiques. Et on essaye quand même de faire plaisir tout en faisant attention. Ils ne vont pas demander de la marque ou des produits dérivés. Voilà. Tant que le sac il reste esthétique, ils sont contents. Voilà. La rentrée s'est bien passée. Maintenant, c'est de leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent bien travailler cette année. Avec tout cela, l'année scolaire devrait bien se passer. À présent, la clé de la réussite, elle, n'a pas de marque ni de prix. Un seul mot d'ordre, travailler avec assiduité. Mais avant de retourner sur les bancs de l'école, certains ont fait un dernier tour aux attractions du Tchurei. À Mam'o, cette année encore, les manèges ont fait le bonheur des plus petits comme des plus grands, comme l'ont constaté Sam Tainaore et Laure Philibert. Regardez. Elle prépare de bons petits plats aux visiteurs des manèges La Joie depuis plus de 20 ans. Caroline tient l'un des restaurants éphémères de Mam'o, un commerce qui offre une première expérience professionnelle à de nombreux jeunes. Quand on les prend, par contre, c'est des enfants de nos parents, des autres enfants de nos jeunes. Ils viennent, on leur apprend. Il faut parler devant tout le monde, comment il faut servir. On leur apprend aussi comment faire la cuisine, des trucs simples, vraiment simples, que ce soit au niveau des frites, steaks, ou sinon des plats qu'on doit préparer. Et ça peut les aider aussi dans la vie. Cette année encore, les snacks et attractions installés à Papeete ont été prisés par les familles. La renommée des manèges La Joie n'est plus à faire. Le mois de juillet, normalement, c'est le mois où, après les vacances, les enfants et les parents doivent se lâcher. Ils viennent se divertir avant de reprendre tous les péripéties de la vie, la rentrée des classes, la politique et autre chose encore. Mais si le bilan de la saison est positif pour les forains de Papeete et Punaoya, la question du site d'accueil pour l'an prochain reste en suspens. Tous les ans, je négocie toujours avant. D'après ceux des grands travaux et la mairie, eux, il n'y a pas de problème. Ils espèrent qu'on revienne encore l'année prochaine. Mais tu sais, la force des choses, tu ne peux pas prévoir vraiment ce qui peut y arriver. La famille Porlier, la famille Frogier, on a toujours été dans cette histoire de forêt. Donc depuis plusieurs générations, on va dire. Et pour nous, c'est rentré dans les traditions, quoi.
Le Touré, c'est notre tradition à nous. Donc chaque année, il faut qu'on travaille. Donc pour travailler maintenant, lui qui est ici à Maman, on est tous dans le même cas. On n'est pas sûr d'avoir notre terrain pour l'année prochaine. Pour profiter des manèges des plus petits, il vous reste encore peu de temps. Fermeture à 22h jusqu'à juin prochain. Et direction Rayatea où les cartouches ont fusé ce week-end. Malgré un temps hasardeux, le parcours de chasse organisé par le club de tir Tiarea Petei a rassemblé 15 passionnés de la discipline. Voyez les détails de la compétition dans ce reportage de Ronnie Moufat. Ouais. À ce stade de la compétition, chaque tireur doit enchaîner les parcours sans jamais perdre sa concentration. Dans le monde du ball-trap, le parcours de chasse est une discipline reine, mettant les compétences des participants à rude épreuve. Avec 200 plateaux à abattre pour départager les concurrents et 7 postes de tir créant les défis de la nature, cette épreuve exige une concentration absolue. Ah oui, de toute manière, cette discipline-là, c'est vraiment, il faut que tu t'adaptes d'abord aux trajectoires, au temps, aux conditions météo. Tu es vraiment en condition de chasse. Les plateaux sont projetés dans les airs, à hauteur d'oiseau ou ras du sol, imitant le mouvement d'un gibier en fuite. Concentration, vigilance et rapidité sont les maîtres mots. Il faut rester en alerte à chaque instant. On a des droites, des gauches, des fuyants, des rentrants, donc les techniques sont différentes. C'est un peu plus difficile, oui, quand même, que le ball-trap, oui. Là, il faut l'expérience, le placement des pieds. Hein. Le fusil n'est pas épaulé au départ, on est à le fusil là. Donc il faut avoir un bon épaulement, des bonnes techniques pour apprendre à tirer. Hein. Dès la première série, Gino Mourin, représentant de l'association sportive de tir de Mont-Auréa, se trouve au coude à coude avec Marcelin Chinleuil de l'association sportive de tir de Tahiti. Malgré le petit point qui les sépare, les deux tireurs savent bien que de nombreux facteurs peuvent rapidement changer la donne. Il ne faut pas oublier que c'est un parcours de chasse, ça reflète un peu la réalité quand tu vas à la chasse. Quelque part, c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour tout le monde parce que c'est pas évident de tirer sous la pluie. Tu as une question de t'attraper si tu veux le plateau où il est. Et quand il pleut, tu as un peu les yeux qui sont un peu en difficulté. Voilà. C'est pour ça que j'adore cette discipline-là parce que ça reflète un peu virtuel, hein, la chasse au gibier à plumes et un peu les lapins, tout ça. C'est ça. Hewea Hans, le seul jeune en compétition, fait son entrée sur le parcours. Fier de se mesurer à des tireurs chevronnés, il représente une nouvelle génération prête à relever le défi. C'est grave impressionnant quand tu vois la technique de chacun des plus grands champions. Hein, ils sont présents ici, impressionnant. Et comme je les ai sur mes planches là, ça fait un grand plaisir. C'est rare d'avoir des expériences comme cela. Pour l'heure, les clubs de Tahiti mènent la danse, mais rien n'est encore joué. La journée de dimanche sera décisive pour couronner le champion de ce parcours de chasse à Rayatea. Et retrouvez les résultats de cette deuxième journée de compétition de tir sur notre site internet TNTV News. On reste à Rayatea où un arbre d'une vingtaine de mètres de haut a été déraciné par le vent dans la commune de Tumara. Il s'est effondré sur des câbles électriques. Les pompiers sont rapidement intervenus et aucun blessé n'est à déplorer. La commune attend l'intervention de la SPL pour établir le courant sur le réseau de Tumara. Nous écoutons Wilson Tehei, chef d'agré de la caserne de la commune. Il est au micro de Ronnie Moufat. C'est dû aux intempéries, au fort vent des derniers jours. C'est pas des vents qui sont, on va dire, qui sont permanents, c'est des rafales, mais voilà, on a de bons rafales. Voilà, d'où les dégâts d'aujourd'hui avec un arbre qui a obstrué la circulation aujourd'hui. On est venu faire une première reconnaissance pour voir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts, s'il n'y a pas eu des véhicules impliqués dans l'incident. Aucune victime à déplorer, aucun véhicule de blessés. Et en tant que chef d'agré du jour, j'ai contacté la SPL pour voir si on avait l'autorisation d'intervenir et de commencer à dégager la voie publique. L'autorisation nous a été donnée par le chef de réseau. Du coup, on a commencé à dégager la voie publique pour que, voilà, justement pour établir la circulation, comme il y avait plusieurs usagers bloqués. Hein. D'après un premier agent de la SPL, on a passé au moins la soirée à la chandelle, comme on dit. Hein. Une bonne moitié des administrés de Tumara qui seront dans le noir ce soir. Hein. Voilà, et depuis plusieurs mois, le service de l'équipement de Rayatea a entamé des travaux d'élagage pour réduire les risques de chute d'arbres. Mais restez vigilants, la prudence est de mise, notamment avec les conditions météorologiques qui sévissent actuellement sur l'île.
Avant de refermer ce journal, on prend des nouvelles de Noaito, parti récolter des médailles au championnat du monde de VAA Sprint à Hawaï. 3e journée de compétition et nouvelle moisson de médailles pour Tahiti. 5 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. L'image du jour est la victoire de Manapamano Temayana chez les hommes de plus de 80 ans. Nous l'écoutons au micro d'Olivier Huc. Alors, je le sens beaucoup mieux là maintenant. Hein. Et je remercie Dieu aussi de me donner cette force-là de gagner cette médaille d'or. En V1, c'est la 2e médaille d'or. D'habitude, j'ai la médaille d'argent, à chaque fois médaille d'argent. C'est la 2e médaille d'or là, j'ai eu en V1. C'est génial. Oui, ça fait la 6e fois que je participe à le championnat du monde. Et merci à tout le monde. Et au tableau des médailles, Tahiti reste en tête avec 24 médailles au total, dont 17 en or, 4 en argent et 3 de bronze. Les résultats et directs des championnats du monde de VAA Sprint sont à suivre sur notre site internet et notre page Facebook. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci d'être resté avec nous sur TNTV. Dans un instant, voyez un magazine sur la 3e journée de compétition des championnats du monde de VAA. Demain, Athéna Milcam reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.